Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je reviens sur une belle conversation que j'ai eue avec un des vice-présidents du Parc olympique pour nous parler du pourquoi la Ville de Montréal serait une bonne candidature pour accueillir des matchs de la NFL. Je parle également de mes prédictions, 6 équipes qui sont assurées de faire les séries d'après-saison selon moi, et je vous dévoile tout ce que je vais regarder pour les prochains matchs de pré-saison dans la NFL pour bien me préparer pour justement mon fantasy football. Je vous souhaite une excellente émission. Je commence l'émission en vous parlant de la discussion que j'ai eue hier avec Alain Larochelle, qui est vice-président exploitation et développement commercial pour le Parc olympique. On se rappelle, on avait été tous un peu surpris lorsque on avait annoncé au niveau du stade olympique qu'on souhaitait recevoir des matchs de la NFL. C'était une information qui avait été dévoilée là, à TVA là, par ma collègue Samsara Rainville. Et on avait été surpris parce que au stade olympique, on s'entend que c'est des installations qui ont fait leur temps si on compare au stade qui vaut des milliards de dollars un peu partout aux États-Unis. Mais lorsque j'ai discuté avec M. Larochelle hier, il m'expliquait pourquoi Montréal pouvait se distinguer à ce niveau. Rappelons qu'on avait investi déjà des milliers de dollars là, pour changer la surface gazonnée pour se procurer justement une surface de calibre de la NFL. Elle est d'ailleurs déjà installée au stade olympique. Elle est prête pour une future utilisation. On m'explique que Montréal pourrait se distinguer justement auprès des dirigeants de la NFL parce que on sait qu'au Québec, c'est peut-être le meilleur marché de la NFL au Canada. Donc, on a beaucoup plus de partisans de la NFL au Québec qu'ailleurs, si on compare, mettons, à l'Ouest canadien où on préfère plutôt la Ligue canadienne de football. Si on parle souvent de Toronto, parce que Toronto, on a un gros marché de la NFL à Toronto, mais pour les dirigeants de la NFL, du moins c'est ce que M. Larochelle m'avançait, on croit que Toronto pourrait nuire justement aux Bills de Buffalo, qui est déjà là très populaire aux États-Unis, mais également à Toronto. On parle de près de plus de 20% là, des billets de saison qui sont vendus aux Bills de Buffalo sont des résidents de Toronto. Donc, amener une équipe ou amener plusieurs matchs à Toronto pourrait nuire éventuellement à l'organisation des Bills menée par Josh Allen. Et pour Montréal, ben, on se retrouve à 6 heures de route de la plus proche des destinations de la NFL. Si on va à New York, c'est 6 heures de route avec Montréal. Même chose pour Foxborough. Et même pour Buffalo, c'est un peu plus que 6 heures. Donc, Montréal serait une belle destination éventuellement là, pour recevoir des matchs de la NFL. Et ce serait des matchs internationaux, donc des matchs de saison régulière. Si le stade olympique réussit là, justement là, à tirer son épingle du jeu et convaincre la NFL, eh bien, on pourrait justement avoir des matchs de saison régulière parce qu'on m'expliquait là, avec M. Larochelle que la NFL a obligé toutes les formations de la NFL de jouer un minimum de matchs internationaux pour une période de tant d'années. Donc, c'est pour cette raison qu'on voit multiplier dans les dernières années là, des matchs justement là, à Londres, des matchs du côté de l'Allemagne. Même, on a eu un match au Mexique il y a quelques années entre les Chargers et les Chiefs, si je me rappelle bien. Et là, on pourrait peut-être avoir un match à Montréal dans les prochaines années. On a renouvelé, on a appliqué justement pour recevoir un de ces matchs de saison régulière pour une période de 10 ans, mais on m'expliquait que c'est vraiment le dossier du toit du stade qui pourrait nuire à une éventuelle candidature de Montréal, et on ne sait pas si le toit du stade va être remplacé rapidement. Eh bien, ça pourrait ralentir justement le processus pour que Montréal devienne vraiment une candidature vedette pour accueillir des matchs internationaux. Donc, tout ça pour vous résumer que la discussion que j'ai eue avec M. Larochelle hier, le vice-président exploitation et développement commercial du stade olympique, elle était très intéressante et pour un partisan de football de la NFL, je vous dirais que c'était
inspirant de voir justement là, des hommes d'affaires qui tentent d'emmener un produit comme la NFL justement à Montréal, que ce soit pour un match et qui sait, une fois qu'on a un match, on l'a vu avec les Expos de Montréal et le circuit de la MLB, ben après quelques années, ben on peut peut-être espérer avoir une franchise de la NFL, mais là on commence à rêver un peu, là on va revenir sur terre et on va se concentrer sur la prochaine étape qui est de accueillir un match de saison régulière de la NFL à Montréal. Pourquoi pas? Je pense que ça serait assez facile de remplir les 60 000 places du stade olympique là, si on accueille, si on annonce un match, je sais pas, là, entre les Patriots ou entre les Bills et les Chiefs la saison prochaine ou dans 2 ans. Donc, ça serait c'est un dossier à suivre, mais c'est un dossier inspirant justement pour les partisans de la NFL à Montréal. Bon, je vous en ai parlé lors des derniers épisodes. Je me suis amusé à faire mes prédictions pour la prochaine saison avec le calendrier. Donc, je me suis pas seulement concentré là, à dire, OK, ben les Bills, d'après moi, c'est 12 victoires, les Pats, 7 ou 8 victoires. Mais je me suis plutôt imprimé le calendrier officiel des 32 formations avec les 18 semaines maintenant là, d'activité dans la NFL. Et je me suis arrangé pour que ça fonctionne. Donc, si je mettais une victoire d'Atlanta contre Caroline à la semaine numéro 6, par exemple, ben, je m'assurais de mettre une défaite à l'autre équipe lors de la semaine numéro 6 pour que tout fonctionne très bien. Et avant de vous le dévoiler, que je vais vous dévoiler là, mes prédictions là, lors du prochain épisode, je vais vous parler des 6 équipes, selon moi, avec leur calendrier, avec leur effectif. D'après moi, c'est des équipes qui sont presque assurées de faire les séries d'après-saison. J'en ai choisi 3 dans l'américaine, 3 dans la nationale. Je vais y aller avec l'américaine en premier. Donc tout d'abord, je n'ai pas le choix de mettre les Chiefs de Kansas City. Pourquoi? Patrick Mahomes, bien sûr, on l'a vu dans la saison de Netflix Quarterbacks, c'est le meilleur joueur de la NFL depuis les dernières années. On le voit, même s'il est atteint d'une blessure, ben, il est capable de jouer, il est capable de performer là, sous les projecteurs et vraiment là, emmener son équipe à un autre niveau. Donc, je vois qu'il y a un calendrier, là, on commence la saison là, contre Détroit, Jacksonville, Chicago, les Jets, Minnesota, Denver, donc c'est les 6 premières semaines et je pense que les matchs sont quand même assez accessibles justement pour les Chiefs de Kansas City avec des victoires contre Détroit, même Jacksonville, même si ça se passe à Jacksonville et selon moi c'est une bonne équipe là, qui cette année, les Jaguars, je pense qu'on pourrait facilement commencer l'année là, avec 3 ou 4 victoires de suite, peut-être une première défaite contre Minnesota parce que le match se passe à Minnesota, mais vraiment, les Chiefs de Kansas City, là, sans surprise, se retrouvent à ma position numéro 1 là, des équipes qui sont presque assurées, justement, là, de faire les séries, même si on joue dans une très bonne division. Hein. On le rappelle avec les Chargers de Los Angeles qui seront assurément une équipe à surveiller cette année, et même les Broncos de Denver, même si l'année passée, ils ont eu une saison à oublier, je pense que cette année, ils vont être parmi les équipes là, qui vont se batailler pour une place d'équipe repêchée. Donc, les Chiefs de Kansas City là, seront à surveiller cette année. L'autre équipe dans l'américaine que j'ai décidé de choisir, une autre équipe, je vous dirais sans surprise, les Bengals de Cincinnati avec Joe Burrow. Je pense qu'on l'a vu dans les dernières années, c'est l'équipe qui chauffe le plus dans l'américaine, les Chiefs de Kansas City. On a une attaque dominante, un trio de receveurs de passe qui est à rendre les autres équipes vraiment jalouses avec Jamar Chase qui mène le bal. Il y a Joe Mixon aussi dans le champ arrière. On a quand même une bonne défensive aussi. Souvent, on pense tout le temps à l'attaque des Bengals de Cincinnati, mais la défensive des Bengals, c'est peut-être une des défensives les plus sous-estimées dans la ligue. On ne connaît pas un joueur vraiment dans cette défensive. Il n'y a pas de joueur vedette dans cette défensive, mais elle finit toujours à se lever au bon endroit, au bon moment dans une partie et donne une chance à son équipe de gagner. Et lorsqu'on donne une chance à Joe Burrow, ben ça finit toujours par fonctionner. Donc voici, là, sans surprise, les Chiefs et les Bengals dans mes 2 des 3 équipes dans l'américaine. Et la troisième équipe, je ne vais pas aller avec les Bills.
je vais aller avec les Jaguars. Pourquoi les Jaguars? Ben, les Jaguars ont un calendrier ultra facile. On joue dans une division qui est facile, on le sait, avec les Colts qui risquent d'être dans le bas du classement et les Texans de Houston également dans le bas du classement. On a seulement les Titans qui va peut-être être un peu plus difficile avec l'acquisition de DeAndre Hopkins, mais même encore, là, on ne parle pas d'une équipe là, vedette dans la Ligue nationale de football. Donc les Jaguars, là, je regarde le calendrier. On commence à Indianapolis, victoire. Après, on s'en va à domicile contre Kansas City, défaite. Ensuite, victoire contre Houston selon moi, victoire contre Atlanta. On a un match important contre Buffalo. Ça va se passer en territoire neutre, donc on n'aura pas à jouer à Buffalo avec la foule qui est vraiment là, très dérangeante pour les équipes adverses. Donc, ça peut tomber d'un bord ou de l'autre. On le sait, dans les matchs internationaux, c'est toujours un peu plus difficile de voir qui a l'avantage. Par la suite, on a Indianapolis, Nouvelle-Orléans, Pittsburgh. Si je continue, il y a San Francisco. OK, San Francisco, ça risque d'être une défaite. Mais ensuite, on a Tennessee, Houston, Cincinnati, Cleveland, Baltimore, Tampa Bay, Caroline et Tennessee encore une fois pour terminer la saison. Donc, c'est vraiment pas un calendrier compliqué. Oui, on a un match contre Kansas City, Buffalo. Si je nomme les équipes qu'on pourrait perdre, là, Kansas City, Buffalo, San Francisco, Cincinnati. Ça, c'est 4 défaites peut-être assurées. Mais par la suite, on peut surprendre une équipe comme les Ravens parce qu'on joue à domicile. Pittsburgh, même si on a une bonne défensive, ben on a peut-être l'avantage contre Pittsburgh selon moi. Je pense que vraiment Jacksonville peut surprendre. Et même, je vais pousser encore ma chance un peu plus loin. Ça ne me surprendrait pas de voir les Jaguars finir premier dans l'américaine. Oui, vous m'avez bien entendu, premier dans l'américaine, parce que justement, on a un calendrier qui est plutôt facile si on le compare à d'autres formations, à la limite aux Chiefs ou même aux Bengals. Donc, on a un calendrier qui est très accessible. Je sais que dans la NFL, on n'ose pas mentionner que c'est des victoires assurées là, parce que le calibre est quand même très élevé, mais ça ne me surprendrait pas qu'on s'en sort là, avec au moins 5 victoires dans notre propre division. Donc, on commence avec 5 victoires, une défaite ou même 6 victoires, un blanchissage. Après ça, on joue pour 500, on se retrouve avec une fiche de 12-13 victoires et seulement 4 défaites. Et on peut aspirer justement à une première position dans l'américaine. Et ça pourrait vraiment brouiller les cartes parce que les Jaguars avec là, je sais que j'extrapole un peu, là, mais si on termine premier, ben on se permet là, justement d'affronter peut-être une équipe un peu plus faible au deuxième tour et on pourrait surprendre et se rendre même en finale de l'américaine pour les Jaguars à une saison qui est toujours en développement pour le corps arrière Trevor Lawrence. Ça serait vraiment un pas de géant par l'avant. Donc, voilà mes 3 équipes assurées selon moi de faire les séries d'après-saison déjà, même pas avec la semaine numéro 1 de la pré-saison de la NFL. Donc, c'est les Chiefs, les Bengals et les Jaguars. Je me suis amusé en faisant le même scénario dans la nationale et voici mes 3 équipes. Tout d'abord, je vais parler des 49ers de San Francisco. Il n'y a pas de surprise de ce côté. On a une équipe qui est remplie de bons joueurs sur la défensive, en offensive également. Le point d'interrogation, je vous dirais, c'est la position de corps arrière, mais on l'a vu avec Brock Purdy la saison dernière. Il a su être à la hauteur et à la limite, même si on a une blessure au niveau du corps arrière, je pense qu'un Sam Darnold ou à la limite un Trey Lance, peut-être un peu moins un Trey Lance, mais moi je pense que Sam Darnold pourrait vraiment avoir une deuxième chance à San Francisco. Il a un bon gabarit, il est capable d'être très mobile. Il était extrêmement jeune lorsqu'il a été repêché par les Jets de New York, donc même avec une deuxième chance au niveau de San Francisco, il se retrouve, une troisième chance je pourrais dire, là, après l'expérience un peu moins bonne en Caroline. Il est encore très jeune contre corps arrière, donc il peut apprendre. Il fait partie d'un trio à San Francisco avec Brock Purdy et Trey Lance, 3 jeunes corps arrière. Je pense qu'il peut avoir une petite compétition à l'interne qui peut être positive pour les 3 corps arrière. Et on le voit là, depuis le début, là, selon les journalistes qui suivent les activités de San Francisco. Pour l'instant, Sam Darnold prend les répétitions comme deuxième corps arrière. Donc, il a déjà devancé
Trey Lance. Donc, ça pourrait être à surveiller, même si San Francisco a une blessure à la meilleure position, à la position la plus importante dans la NFL. On sait qu'il y a tellement de profondeur dans cette formation que c'est presque assuré que les 49ers se retrouvent en série d'après-saison. Il faudrait qu'il y ait une épidémie de blessures là, vraiment là, pour que San Francisco dégringole au classement et rate les séries d'après-saison. Donc San Francisco, je pense que c'est un choix assuré là, pour faire partie des séries d'après-saison. Deuxième équipe, pas de surprise là également, les Eagles de Philadelphie. On le sait, la saison dernière, elle a été excellente pour l'équipe de Philadelphie avec, entre autres, Jalen Hurts qui a su impressionner là, déjà là, dans sa jeune carrière plusieurs observateurs de la NFL. On a énormément de talent sur l'attaque et sur la défensive, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème du côté de Philadelphie pour faire les séries d'après-saison, même si on a un calendrier peut-être un peu plus compliqué. On affronte entre autres les 4 équipes de la division Est de l'américaine. On affronte également les Chiefs de Kansas City et on affronte les équipes comme San Francisco à la division Ouest de la nationale. Donc, on a quand même des matchs là, qu'on va surligner là, si on était dans l'organisation des Eagles de Philadelphie, des matchs clés, mais je pense que même si on s'en sort avec une moyenne de 500 au bâton là, pour les Eagles, on va réussir à trouver notre place là, justement pour les séries d'après-saison. Surtout que, selon moi, on n'a pas beaucoup de compétition à l'interne. Peut-être les Cowboys pourraient venir les chauffer, mais pour le premier poste, le premier rang de la division Est de la nationale, je pense que c'est assez facile pour les Eagles de se le procurer. Et ma dernière équipe pour la nationale, j'aurais pu y aller avec justement les Cowboys, mais je vais y aller plutôt avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Un scénario un peu similaire aux Jaguars de Jacksonville. Calendrier très facile, division également facile. Je vous présente les matchs. Là. On joue Tennessee à la première semaine, Caroline, deuxième semaine, Green Bay, troisième semaine, Tampa Bay à la quatrième semaine. Oui, vous avez bien entendu, c'est Tannehill, Bryce Young, Jordan Love et également le corps arrière, l'ancien corps arrière vedette des Browns de Cleveland, Baker Mayfield, qu'on va jouer contre Tampa Bay. C'est pas des corps arrière qui font partie de l'élite justement de la NFL, des matchs accessible. On sait que la Nouvelle-Orléans a toujours une bonne défensive et je crois que l'acquisition de Derek Carr, combinée avec un bon duo de receveurs, des bons receveurs de passe, même un bon jeu au sol, ça pourrait faire quelques flamèches à l'occasion et vraiment surprendre. Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont un calendrier facile. Pourquoi on n'affronte jamais de corps arrière vedette dans la NFL? Je vous les présente, les corps arrière qu'on affronte. C'est Tannehill, Bryce Young, Jordan Love, Baker Mayfield, Mac Jones, TJ Stroud, Trevor Lawrence. Peut-être c'est Trevor Lawrence, notre meilleur corps arrière qu'on va affronter dans la saison. Après, ça tombe à sûrement un Anthony Richardson. On retombe avec un Justin Fields, Kirk Cousins, le corps arrière recrue des Falcons d'Atlanta, Desmond Ridder, Jared Goff. On retourne avec un Bryce Young, Daniel Jones, Matthew Stafford, Baker Mayfield et on affronte pour une dernière fois Desmond Ridder. Donc, je voulais les nommer. On n'a pas de Justin Herbert, on n'a pas de Patrick Mahomes, on n'a pas de Josh Allen, on n'a pas de Lamar Jackson. On n'affronte aucun corps arrière qui pourrait à lui seul remporter un match. Donc, je pense que la défensive des Saints de la Nouvelle-Orléans pourrait être vraiment le mort de rire cette saison, mais ça pourrait peut-être être une défensive qu'on repêche sous-estimée dans un fantasy football, justement parce qu'on n'affronte pas d'équipe vedette. Et ça ressemble étrangement au calendrier que les Eagles avaient la saison dernière. Donc, un calendrier rempli de matchs où c'était assez facile de remporter les rencontres. On affrontait, je pense, un Kirk Cousins qui était le meilleur corps arrière à l'époque pour les Eagles. Donc, je vois un peu les Saints copier le scénario des Eagles et terminer très haut dans la nationale, justement parce qu'on a un calendrier extrêmement facile. Donc, c'est mes 3 équipes dans la nationale. Les Eagles, les 49ers et les Saints. Et dans l'américaine, je vous en parlais un peu plus tôt, les Bengals, les Chiefs et les Jaguars. Ça, selon moi, c'est les 6 équipes
qui sont presque assurés là, à 99% de chances de faire les séries et il faudrait même plus qu'une blessure pour justement faire en sorte que ces équipes ne fassent pas les séries d'après-saison dans la NFL. En terminant, on est à quelques jours du vrai début de la pré-saison dans la NFL. Oui, on a eu un match la semaine dernière entre les Browns et les Jets, mais il n'y avait aucun joueur vedette qui faisait partie des formations partantes de chacune des équipes. À partir de jeudi, ça va être un peu plus intéressant. On a un match, justement, on a 2 matchs jeudi soir et là, à partir de ce moment, on aura des matchs presque à chaque soir là, pour les 3 prochaines semaines pour la pré-saison. Et je me dis toujours, qu'est-ce qu'il faut regarder justement dans les matchs pré-saison parce qu'on voit très rarement les joueurs vedettes faire plusieurs séquences offensives. Donc, assurément, il ne faut pas manquer le début de chaque rencontre parce que c'est là qu'on peut voir un peu les séries là, avec les formations partantes. Je me suis noté quelques joueurs sur ma liste à regarder. J'aimerais très bien voir le rôle de Darren Waller avec les Giants de New York, par exemple. Et je sais qu'il risque d'être la cible de prédilection de Daniel Jones, mais je veux voir jusqu'à quel point, justement, il est intéressant ce choix pour la position de ailier rapproché parce qu'on sait Waller avec Derek Carr et Vegas, il était assez productif. Là, avec les Giants, souvent c'est un nouveau système, ça prend une année d'adaptation, mais on verra avec les commentaires qu'on a depuis le début du camp d'entraînement, ça risque d'être un joueur à surveiller. Donc, je veux voir dès les premières séquences offensives des Giants, je veux voir un Darren Waller impliqué justement dans l'attaque des Giants. Et s'il est impliqué, je vais peut-être ajouter Darren Waller sur ma liste des alliés rapprochés à surveiller pour la prochaine saison. L'autre joueur que je veux surveiller, on le sait, c'est l'occasion dans les matchs pré-saison de faire jouer des joueurs recrues. Et celui qui a en ce moment un buzz autour de lui du côté de Indianapolis, c'est le corps arrière Anthony Richardson. On parle de lui comme un géant, d'un joueur créé d'un jeu vidéo là, qui fait partie de la vraie vie dans la NFL. On sait, il mesure plus de 6 pieds 4, il est très lourd, il est immense, très musclé. Vraiment, c'est un joueur qui risque d'être dur à frapper, un peu comme un Josh Allen. Et j'ai très hâte de le voir jouer parce que justement, Anthony Richardson, je pense que s'il connaît des bons matchs en pré-saison, il pourrait justement grimper sur ma liste comme deuxième corps arrière d'une formation. Souvent, on se pose toujours la question là, avec notre 15e, 14e choix au total dans un repêchage de fantasy football, qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Bien justement, Anthony Richardson pourrait bien faire un effet d'un Justin Fields qu'on a vu la saison dernière connaître des matchs avec quasiment 30 points fantasy, justement parce qu'il est capable d'aller chercher des verges avec ses jambes et également a quand même un bon bras. Donc, je voudrais voir un Richardson qui a du potentiel justement, là, qui fait des bonnes passes, prend de bonnes décisions et qui se sert justement de ses jambes pour aller chercher quelques verges, aller chercher à l'occasion un premier essai. Donc, c'est mon corps arrière que je vais surveiller pour les matchs pré-saison. Et si on parle de receveurs de passe, je serais curieux de voir du côté de Baltimore. Pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup de changements à l'attaque. On a signé entre autres Odell Beckham Jr., mais on a également on a repêché un jeune receveur de passe. Je voudrais voir justement là, ces nouvelles armes à Lamar Jackson. Quelle sera sa favorite? On sait, on a toujours un Mark Andrews qui va chercher une grande quantité des passes lancées de Lamar Jackson, mais est-ce que justement un Odell Beckham Jr. ou un Zay Flowers pourrait venir brouiller les cartes et aller chercher plusieurs points intéressants, entre autres, est-ce qu'ils seront visés lorsqu'on va se rapprocher de la red zone pour Lamar Jackson? C'est là que ça va être intéressant, donc je risque de regarder au moins le premier quart de quelques matchs des Ravens de Baltimore pour voir justement là, qu'est-ce qu'on va faire du côté de l'attaque des Ravens, qui on va privilégier dans certaines situations.
Et en terminant, je vous parlais justement des Saints de la Nouvelle-Orléans un peu plus tôt dans l'émission et la chimie qui va être à surveiller entre Derek Carr et Chris Olave, le receveur qui a vraiment impressionné lors de sa saison recrue avec les Saints. Ben, je voudrais voir justement une belle chimie là, dès les premières séquences avec Derek Carr. Les deux joueurs risquent de jouer au moins quelques séquences offensives lors des 3 matchs pré-saison des Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc, assurément, là, je vais regarder le début là, de ces matchs des Saints pour justement voir un Chris Olave là, impliqué dans l'attaque des Saints parce que justement, ça pourrait être un choix là, dans mon fantasy football un peu plus proche du début de la saison. Je vais vous dévoiler mes joueurs que je vais cibler justement à chaque ronde et Chris Olave pourrait justement grimper sur cette liste si on a une belle chimie avec Derek Carr. On sait, hein, les corps arrière et les receveurs de passe, c'est souvent des fois là, une chimie qui est inexpliquée. Souvent, un receveur de passe pourrait connaître une saison incroyable avec une formation, est échangé dans la saison morte et arrive avec sa nouvelle organisation et est presque pas impliqué à l'attaque parce que justement, la chimie avec le corps arrière ne passe tout simplement pas. Et je serais vraiment triste de voir justement un Chris Olave descendre au niveau de la production si justement ça passe pas avec un Derek Carr à la position de corps arrière. Mais j'ai confiance entre ces deux joueurs. Je pense que Derek Carr, c'est une addition très intéressante pour Chris Olave et les Saints pour mieux performer et ramasser surtout. C'est ça qui nous intéresse en tant qu'amateur de fantasy football. On veut des points, on veut des touchés entre les deux hommes. Donc voilà, c'est mes joueurs à surveiller pour les prochaines semaines lors de la pré-saison. C'est toujours un peu plus difficile parce qu'on le sait, hein, à l'exception du premier quart, c'est très rare qu'on voit des joueurs partants effectuer des séquences offensives. On va peut-être voir plus souvent des joueurs recrues. Hein. Ça va être intéressant de voir un Bryce Young, Anthony Richardson à la position de corps arrière, même un TJ Stroud avec l'ailier rapproché également, là, Dalton Schultz qui a été signé là, par Houston pendant la saison morte. C'est une dure perte pour les Cowboys, mais souvent, là, les alliés rapprochés, c'est les joueurs qui aident le plus les corps arrière recrues, justement parce que c'est toujours l'option numéro B. Lorsqu'on est mal pris, on lance à notre dépanneur, soit notre porteur de ballon, ou à notre ailier rapproché. Donc, j'aimerais voir également la chimie entre TJ Stroud et Dalton Schultz opérer dans les prochaines semaines de pré-saison. Voilà ce qui complète ce troisième épisode de l'émission Fanball. On a parlé de la possible tenue d'un match de la NFL à Montréal. On a parlé également de mes 6 équipes qui devraient faire les séries d'après-saison et mes joueurs à surveiller pour les matchs pré-saison. Ça commence, je vous le rappelle, jeudi. On a 2 matchs pour la NFL ce jeudi. Donc, je vous souhaite un excellent football et une bonne semaine.